Quelles que soient les religions, lorsque des gens vivent une expérience de mort imminente, les expérienceurs vivent tous visiblement la même chose. Et c'est aussi vrai pour mon invité ce soir, Frédéric Delarue. Bonsoir Fred. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir. Vous êtes musicien et compositeur et ça va avoir, je le dis, une importance finalement dans votre chemin de vie, parce que vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est-à-dire je meurs et je reviens à la vie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et ça s'est passé à l'âge de 12 ans, ouais. Dans l'Eure-et-Loire, ouais. Et où j'habitais à l'époque, ouais. Avec mes parents. Mm-hmm. Et c'était un accident de voiture. Ouais. Et puis je me suis retrouvé dans le coma, tout d'abord. Ouais. Et là, j'aimerais pouvoir parler, si c'est possible, un peu du coma, parce que c'était l'étape juste avant l'expérience de mort imminente. Ah oui, on va en parler, bien sûr. Et donc, juste quand je suis arrivé dans le coma, en fait, je pouvais entendre tout. J'étais allongé par terre, un accident de voiture assez terrible, ouais. Et j'étais allongé par terre et je pouvais tout entendre, c'est-à-dire que tout était transformé en son. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un, j'étais allongé par terre, je ne pouvais pas répondre, j'étais donc dans le coma, et quelqu'un, par exemple, si vous, Bob, vous étiez sur le site et vous me voyiez à 50 mètres et vous aviez une pensée, genre une pensée triste, ouais. Pour moi, c'était transcrit en son. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, vous perceviez tout ce que les gens pensaient et disaient. En son. Donc, alors les sons étaient, c'est-à-dire que si vous pensiez le son, j'entendais un son, que j'entendais le son de votre pensée, comme si vous me le chuchotiez à l'oreille. Ouais. Quelqu'un qui chuchotait quelque chose autour de moi, ouais. Je le percevais comme si vous me parliez assez fort à mon oreille. Ouais, ouais. Et quelqu'un qui, par exemple, à l'époque, c'était évidemment mon père qui conduisait la voiture et qui se rendait coupable parce qu'à l'époque, il disait que, je me souviens très bien qu'il disait que il pensait que j'étais mort, quoi. Donc, il y avait beaucoup de pleurs, il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance physique et mentale et morale et tout. Et ça, c'était pour moi, dans le coma, c'était insupportable. C'est-à-dire que moi, je pouvais pas comprendre, parce que moi, je baignais dans la lumière, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas comprendre ça. Donc moi, finalement, mon père était plein de gens étaient en train de pleurer, d'exprimer leur souffrance pour moi, et moi de l'autre côté, carrément, je priais pour que eux puissent voir dans le super état de bien-être et de lumière où je me trouvais. Ouais. Et alors là, est-ce que vous êtes déjà passé de l'autre côté, quand vous dites je suis dans un état de lumière, etc. Vous différenciez le coma, mais de ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente encore. Là, on vous a pas déclaré mort en fait encore, c'est ça? Non. Là, j'étais encore dans le coma. Ouais. Et c'est pour ça que souvent, de cette expérience, ça me permet à chaque fois que je fais des conférences de pouvoir en parler, parce que souvent je rencontre des gens qui, lorsqu'ils sont confrontés à des personnes qu'ils aiment qui sont dans le coma, ouais. Souvent l'instinct humain, ouais. C'est de pleurer, c'est de supplier que la personne revienne vers nous. Bien sûr. Et en fait, si mon père avait fait ça, je serais parti vers la lumière. Ça m'aurait fait faire carrément le contraire, l'opposé. Et pourquoi ? Parce que c'est insupportable. Vous savez, quand on est dans le coma, alors c'est comme si on est au milieu. Vous avez la lumière en haut qui vous tient la main, qui vous tend la main, et c'est le bien-être. Et vous avez le choix entre ça, et vous avez le choix entre la souffrance, les pleurs, tout ça. Alors on se dit, si c'est ça l'amour sur terre, d'exprimer la souffrance et de supplier qu'on revienne et tout ça, c'est évidemment, il n'y a pas photo, on choisit la lumière. Oui, mais donc, a posteriori, vous avez compris que votre père pleurait et refusait que vous partiez. J'ai compris ça, mais je savais
je savais que s'il restait là, je serais parti. Et quand l'ambulance est arrivée, et que je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais télépathiquement, j'ai parlé à l'infirmier qui était dans l'ambulance, et je pense que il a tout compris, parce que tout de suite il a dit, écoutez, votre fils veut que vous partiez, et il a dit, mais qui c'est que vous êtes, c'est pas possible, je suis son père, il faut que je reste, et il a dit, non monsieur, il faut que vous partiez. Et là, une fois qu'il est parti de l'ambulance, l'infirmier m'a dit, écoute, maintenant tout est ok. Et tu es tranquille. Et à partir de ce moment-là, quand l'ambulance est partie vers l'hôpital, c'est là que vraiment la NDE a débuté. Alors on va parler de tout cela. Témoignage exceptionnel ce soir, celui de Frédéric Delarue en direct de Californie, où il doit faire beau et chaud quoi qu'il en soit. Merci d'être avec nous. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Musicien et compositeur Frédéric Delarue, vous avez vécu quelque chose donc assez incroyable, un coma et une expérience de mort imminente. Juste le coma, à un moment donné, quand vous entendez tout cela, vous êtes dans après cet accident, dans cet état assez particulier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger, mais vous entendez tout ce qui se dit, vous percevez tout ce qui se dit. Est-ce que à un moment donné, moi qui suis claustro, vous avez pas eu, mais j'aurais, à votre place, je me suis dit l'angoisse d'être dans une prison, quoi. Mais on n'est pas du tout dans une prison puisque on baigne dans la lumière. Oui, mais enfin bon, vous pouvez pas bouger quand même. C'est-à-dire que vous avez votre corps, il est inerte, vous êtes dans la lumière, mais vous n'êtes pas passé totalement de l'autre côté. Il y a un état particulier. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'angoisse de me dire, j'entends tout le monde, je suis allongé, je ne peux pas parler, je peux pas dire que je souffre, hein, et rien que d'y penser, ça me fait des hauts le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne souffrez pas. Ben moi, je ne souffrais pas. Mon corps était évidemment très lourd. Très 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 lourd. Je le ressentais comme très lourd, mais c'est comme si vraiment je baignais dans la lumière. Je peux pas. Il y a pas d'autre mot parce que c'était un bien-être. Un bien-être qui est difficile de décrire finalement, puisque c'est un bien-être que l'on rencontre très rarement lorsqu'on est bien, je dirais, parce que c'est un état tellement autre que d'être dans le coma. Et c'est vraiment, on a vraiment la perception, c'est vraiment, on est entre deux mondes. Voilà, on est vraiment entre deux mondes. Et c'est pour ça que je dis toujours, pour que cette personne lui laisser libre arbitre de soit revenir ou soit c'est le moment d'aller vers la lumière. C'est très important de ne pas provoquer de souffrance et de pouvoir contrôler son comportement, ses réactions, aussi difficiles que ça peut paraître évidemment, mais c'est très 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 important de d'en avoir conscience et de faire un travail sur soi avant même de rentrer à l'hôpital voir ses êtres proches qui sont dans le coma, parce que comme ça j'ai pu sauver beaucoup de personnes par la suite qui m'appellent, qui me disent comment faire, et je suis apte à les guider pour comment se comporter pour que cette personne et souvent ça se passe évidemment bien, la personne soit se réveille et décide de rester, etc. Mais bon, c'est triste de savoir que en général le comportement que l'on a envers quelqu'un qui a le coma va créer l'opposé de ce que l'on désire, quoi. En fait, ça va conditionner, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un au bord d'un lit d'un comateux disait je te laisse partir, vas-y, envole-toi, peut-être que cette personne reviendrait à la vie, en fait, c'est ça. Oui, ou alors choisira de partir vers la lumière. Tout dépend le pourquoi du coma. Si c'est une personne d'un âge avancé et ce serait donc c'est presque une mort naturelle, et donc peut-être que la personne ne va plus tenir à rester. Et va se dire maintenant je peux partir, je suis tranquille, tout le monde est ok avec ça. Mais si c'est une autre situation, tout dépend de la situation. Mais et dites-moi, est-ce que vous avez parlé après cet événement, quand vous êtes revenu à la vie, de ça à votre papa qui était en panique? Pas du tout. C'était interdit d'en parler à la maison. Pourquoi c'était interdit? L'accident était interdit? Oui.
Oui, parce que c'était et même encore aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc c'est. Et pourtant, vous êtes en vie aujourd'hui, donc tout le monde devrait être heureux. Oui, mais c'est toujours le sentiment coupable de cet événement. Ouais, mais il n'a jamais pu être, et ça on peut pas aider quelqu'un qui. Bon, alors là, j'ai un conseil à votre papa, faut qu'il se fasse psychanalyser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudrait qu'il l'exorcise un petit peu. C'est ça, en parler, en fait. Sa noirceur, en parler, parce que c'est important et d'ailleurs, que vous puissiez communiquer, parce qu'il restera toujours une zone d'ombre entre vous deux. Enfin, bon, je suis pas psy, mais en tout cas, je l'imagine comme ça. Alors, on va, bien sûr, après cette montée dans l'ambulance, apprendre que vous avez vécu, donc là, l'expérience de mort imminente, c'est ça? Voilà, c'est juste une fois que l'infirmier m'a dit voilà, maintenant tu es tranquille. Là, tout de suite, je suis parti de mon corps. De toute façon, je l'ai vu, je me suis vu dans l'ambulance. Enfin, je flottais carrément au-dessus de l'ambulance et je me voyais dans l'ambulance, sans émotion, sans sentiment, sans aucun feeling. C'était juste observateur. Voilà. Est-ce que là vous avez, Frédéric, le même sentiment de plénitude que vous aviez dans le coma? C'est vraiment encore différent, parce que le coma, le bien-être, c'était un bien-être, mais si je peux me permettre de dire, c'est un bien-être presque terrien, alors qu'une fois que je suis parti du corps, le côté physique n'existe plus. Mais est-ce que vous n'avez pas imaginé dans votre bien-être finalement parce que quand les pompiers sont arrivés, j'imagine que tout de suite on vous met des produits pour pas souffrir, etc. Est-ce que vous n'avez pas, vous, avec le recul, vous n'êtes pas posé cette question? Est-ce que ce qu'on m'a injecté dans le corps m'a pas fait partir dans un univers un peu particulier? Est-ce que vous avez la sensation que c'était quelque chose vraiment de naturel et pas dû à des drogues, à des analgésiques ou des antidouleurs? Complètement, parce que ça, justement, je m'en suis là où on m'a commencé à m'injecter des choses, c'est-à-dire une fois que je suis rentré à l'hôpital, c'est là qu'après je me souviens plus trop. D'accord. Donc je peux plus parler de ce que je me souviens plus, mais avant ça, dans l'ambulance, c'est là vraiment que j'ai vécu la NDE. D'accord. Avec je flottais, les pieds en avant, couché, comme si vous étiez couché sur un lit, les pieds en avant, et ça allait très 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 vite dans ce tunnel noir, mais on voit pas le tunnel noir vraiment, on voit la lumière qui est de l'autre côté, qui s'approche de plus en plus, une lumière tellement lumineuse qui n'est pas de cette vie, donc c'est difficile aussi de la décrire avec des mots de notre monde. Mais c'est une lumière tellement qui nous enveloppe, qui nous aime, qui est très 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 vivide, très brillante, mais qui ne nous éblouit pas. Et dans ce tunnel, c'est là que l'apparition de plusieurs êtres sont apparus. Très vite, ça s'est passé très très vite, dont les anges et ce que j'appelle les êtres de lumière. Alors on va parler de tout cela ce soir jusqu'à minuit avec vous, Frédéric Delarue. Témoignage bouleversant, très intéressant, celui de Frédéric Delarue ce soir. Son expérience de mort imminente justement, son ressenti lors de ces NDE, comme on dit, ou EMI, ça c'est côté français, le coma et puis l'expérience de mort imminente, Frédéric. Et là, lorsque vous passez de l'autre côté, donc là, le fameux tunnel noir avec la lumière au bout, et là tout de suite, des êtres vous apparaissent. Voilà. Il y a eu deux anges qui c'était vraiment clair que c'était des anges. Mais pourquoi des anges? Ils avaient des ailes et tout? C'est-à-dire que ils étaient presque plus grands que le tunnel. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais. Ils étaient d'une couleur un peu, c'était un peu transparent, mais ils n'avaient pas une couleur genre rouge ou bleu ou vert. C'était transparent, légèrement gris, enfin légèrement lumineux gris. Ouais. Et ils étaient surtout très 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 grands. Enfin, c'était comme des géants, ce que j'appelle. Ils étaient très hauts, très grands, très beaux, et surtout l'expression même de l'amour inconditionnel, comme je pourrais le rêver. Ouais. Donc là, vous voyez ces êtres-là, avec géants, etc. Vous communiquez avec eux?
Je ne communique pas avec eux, mais eux communiquent avec moi, très simple. Ils viennent vers moi, presque à mon oreille, et ils me disent presque la même chose, c'était très curieux, presque la même chose que l'infirmier m'avait dit avant, dans l'ambulance, en disant que tout va très bien, que je m'inquiète pas, que tout va très bien, qu'ils sont là avec moi. Et donc, pour m'apaiser ou pour, je sais pas, enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Et juste après ça, j'ai vu plein de lumières autour de moi qui volaient très vite, comme si c'était, on pourrait voir ça dans un autre monde avec un zoom. Si vous voulez, dans un autre monde, c'est par exemple des moucherons. On pourrait voir des moucherons qui volent beaucoup, qui volent très vite. Ouais. Et là, je voyais, avec une autre dimension, je voyais des êtres de lumière que j'appelle, et qui volaient pareil, qui allaient très vite et qui volaient partout. Et il y en avait partout. Et c'est là quand même, ça m'a quand même parce que les anges, j'en avais entendu parler, évidemment, mais les êtres de lumière, comme je le dis, je ne comprenais pas trop qui ils étaient. En fait, c'est quoi? C'est comme des lucioles, par exemple? C'est comme des lucioles, voilà, exactement. D'accord. Et il y en a partout? Et il y en avait partout. Et là, j'ai demandé quels étaient leurs... et même... Après cette expérience, j'ai demandé quelles étaient leurs actions et pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qu'ils font, leur but en fait, c'est ça. Voilà, parce que je sais que les anges souvent viennent soit quand on les appelle ou soit dans un cas, une urgence, quand c'est pas notre heure. Mais les lucioles, comme vous dites, les êtres de lumière, voilà. Donc là, on me répond, mais ces êtres de lumière servent comme des éponges pour les énergies négatives dégagées qui se radient, qui s'émanent de la Terre, c'est-à-dire des humains, de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, dans ma compréhension d'humain, s'il n'y avait pas ces êtres de lumière, on ne serait peut-être plus là aujourd'hui pour en parler, parce qu'il y aura peut-être eu une catastrophe terrestre. Et ils servent, même si des gens disent que ça va mal dans le monde, sans ces êtres de lumière, je suis pratiquement certain que ça irait bien plus mal. Ils servent d'éponge d'énergie négative que l'on crée. D'accord. En fait, ils sont là pour nous éviter de faire l'inévitable, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord. Et est-ce que c'est vous, alors, quand on est dans ce tunnel, je rappelle à tous ceux qui viennent d'arriver qu'on parle d'expérience de mort imminente ce soir, et notamment celle de Frédéric Delarue. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous en avez vécu 2, on y reviendra, la deuxième, bien sûr, on l'évoquera. Est-ce que, donc, une fois que vous êtes dans ce tunnel, que vous voyez ces anges, que vous voyez ces êtres de lumière, donc ces lucioles, pour imager, est-ce que c'est vous qui décidez de ne pas mourir, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit non, c'est pas l'heure? Là, je ne peux pas dire. Sur ce cas-là, je ne peux pas dire parce que je me souviens pas. C'est-à-dire que, quand l'ambulance arrive à l'hôpital, j'entends les infirmières, je les vois. C'est-à-dire que je les vois comme on survole, évidemment. Il y a pas de physique, donc on peut traverser les murs et tout ça. Donc c'est pas un problème dans ce cas-là. Donc je vois les infirmières courir en criant pratiquement, et en disant il est mort, vite, et tout le monde s'excitait. Et moi c'était marrant parce que moi je me regardais, je disais, bref, c'était ils avaient l'air d'être beaucoup plus inquiets que moi je l'étais. Et là vous voyez toute la scène, vous êtes hors de votre corps et vous voyez toute la scène. Je vois toute la scène. Voilà, je me vois et je les vois eux aller vers moi. Et là après ils me mettent certainement sur un brancard, je sais pas. Et là on me sort de l'ambulance et là j'arrive dans l'hôpital et on me met dans une salle. Et là on commence évidemment à m'injecter des choses et là je sais plus. Ah, et là, donc là, vous passez de l'autre côté, quoi. Et là, je sais plus parce que les drogues soit m'empêchent de pouvoir faire ça, ou je sais pas. Et là, je sais plus, et je peux plus, et je vois plus. Donc, je n'ai pas vu, comme beaucoup de cas EMI, je n'ai pas vu je n'ai pas entendu mes proches, je n'ai pas vu mes proches, j'ai pas vu de fleurs, j'ai pas vu de choses comme ça, j'ai pas entendu de musique non plus, comme certains me l'ont dit. Mais donc je me suis réveillé tout simplement, et au moment où je me suis réveillé, les infirmières tout de suite ont crié. C'est un miracle. Et quand le chirurgien est arrivé, il avait pas l'air
content du tout parce que je l'entendais dire du couloir, mais c'est pas possible de toute façon, c'est pas possible. Et quand il m'a vu, il était vraiment fermement d'une voix très ferme, il était presque en colère que j'étais revenu parce que ça devait certainement perturber sa compréhension des choses, quoi. Incroyable, hein, quand même. Hein. Donc, parce que lui, en fait, vous deviez pas, tel que vous étiez, finalement revenir à la vie, c'est ça? Bah, disons que d'un point de vue médical ou du point de vue médical qui était à l'époque en France ou dans sa tête ou dans son cœur, je sais pas, je connais pas. Donc ça avait l'air vraiment il était très perturbé. Enfin, il était quand on se met en colère en général, c'est parce que c'est la réflexion de nous-mêmes qu'on ne supporte pas. Donc il supportait pas que ça perturbe le stade de sa compréhension au moment où là au moment où il vivait. Voilà, vous dites que cette expérience finalement vous a ouvert les yeux et vous dites que en fait on ne voit que 5 à 15% de ce qui existe réellement. Oui. Alors après ça, c'était une adolescence un peu chaotique. Disons différente, je pense que de celle des autres, d'enfants de mon âge, parce que j'ai évidemment ma perception de ma vie, ma perception de la vie et ma perception de la terre était complètement autre. Et j'observais les gens. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup observé les gens, leur comportement, et je comprenais beaucoup de choses que je ne pouvais pas dire parce que c'est comme si les gens n'étaient pas prêts à entendre ce que j'avais à dire. En fait, ça vous a ouvert une fenêtre sur un monde que vous ne connaissiez pas, en fait, c'est ça? Tout à fait, c'est une fenêtre sur un autre monde, oui. Ou d'autres mondes, d'autres dimensions, plutôt. Mais alors là, parce que bon, c'est déjà un choc de vivre une expérience de mort imminente, de voir ce tunnel, ce machin, tout ces... Mais alors, revenir avec des facultés, vous n'étiez pas prêt. Enfin, il faut s'y habituer à tout cela. On s'habitue comme on peut. J'ai eu la chance plus tard d'avoir un chien qui m'a permis de faire beaucoup de balades dans les plaines autour de Chartres où je vivais. Et ça m'a permis beaucoup en me promenant avec lui, c'était une complicité humaine, parce que c'était même pas un chien, c'est comme s'il était venu vers moi et c'était un chien perdu juste avant l'été. Vous savez, bon, les gens ils veulent partir en vacances, donc voilà. Donc je l'avais récupéré, même que mes parents étaient pas trop pour, mais bon, c'était pas grave. J'avais vraiment décidé d'avoir ce chien et ce chien m'a sauvé finalement parce que grâce à lui, je l'ai sauvé, il m'a sauvé. Voilà, c'était une rencontre de cœur. Ça revient à ce que disait Laïla Del Monte juste avant vous, c'est-à-dire qu'il y a parfois des gardiens et des animaux qui se choisissent, hein, et c'est ce qui s'est passé un petit peu, et vous vous êtes sauvés mutuellement. Ah oui, et puis entre ce qu'elle disait, tout à fait, on communiquait télépathiquement, il y avait aucun problème de ça, parce que même quand je travaillais à Paris, etc., on communiquait toujours, et je savais comment il était, je savais comment il se sentait, et puis même encore aujourd'hui, même s'il est mort depuis très longtemps, je sais qu'il est toujours là, et j'ai toujours une photo de lui, je pense toujours à lui, et je sais qu'il est toujours là, et c'est une rencontre de cœur, voilà, c'est ça, c'était un ami inconditionnel. Alors aujourd'hui, vous vivez à Los Angeles, est-ce que aux États-Unis, ces expériences de mort imminente, toutes ces facultés, elles sont beaucoup plus acceptées, et il vous est plus facile d'en parler qu'en France? Bah oui, quand je suis arrivé de Paris à Los Angeles, c'était on pouvait respirer parce que finalement on pouvait parler de tout
avec tout le monde que je rencontrais. C'était surtout la Californie. Enfin, maintenant je suis à Palm Springs, mais dans le désert du sud de la Californie. Mais c'est pareil, c'est toute la Californie, que ce soit San Francisco, que ce soit le nord de la Californie ou le sud. Les gens sont beaucoup plus ouverts à ce genre de choses. Et même dans beaucoup d'États, des États-Unis, les gens sont très curieux. Les gens ne pensent pas qu'ils savent tout, donc ils sont très curieux. Et c'était un grand soulagement pour moi de pouvoir finalement parler des choses que je n'ai jamais pu parler dans mon enfance avant. Expérience de mort imminente, faculté que Frédéric a récupéré après cette expérience de mort imminente, c'est le but de cet entretien avec lui jusqu'à minuit. Après cette expérience de mort imminente, Frédéric Delarue, vous avez finalement découvert que vous aviez un don pour la musique. Oui, ça s'est passé à peu près dans l'année suivante. Donc, mon expérience EMI, comme vous dites, s'est passée à 12 ans. Donc, entre 12 et 13 ans. D'un seul coup, je regardais la télévision et je voyais, ça s'est passé en regardant une émission de télévision où je voyais la chanteuse Dalida. Ah, attendez, je crois qu'on a quelque chose. Écoute-moi. Ah oui. Je t'en prie. Oh là là, je t'en prie. Allez. C'est Alain Delon, bien sûr, qui parle avec Dalida sur cette chanson. Donc vous voyez à la télévision, révélation, vous voyez Dalida à la télé, c'est ça ? Voilà, je vois Dalida à la télé et puis d'un seul coup, quelque chose me pousse. Vous savez, c'est comme depuis, je communique beaucoup avec les anges et quand ils nous guident, souvent c'est comme si on se sent poussé par un vent très fort et c'est comme si on n'a pas trop le choix. C'est comme on est obligé de suivre. Donc, je me sens poussé vers mon piano. De la salle de séjour, qui était là où il y avait la télévision aussi, mais je me sens poussé pour y aller et là, je me sens guidé à jouer son nom. C'est d'ailleurs que j'attribue une lettre pour chaque, j'attribue un son pour chaque lettre de son nom. Et là, je joue, je répète, je joue, et de là, d'un seul coup, c'est comme si je rentre dans une transe. Enfin, c'est pas une transe, ça c'est un peu exagéré, mais je rentre dans un autre état, dans un état second. Et là, vraiment, d'un seul coup, au bout peut-être de 5-7 minutes, c'est comme si une fenêtre s'était ouverte dans le monde des galaxies. Et je vois Dalida dans qui à la fenêtre, qui appelle au secours. Et là, ça m'a vraiment très perturbé parce qu'à cet âge-là, j'avais aucune connaissance de ce que je faisais. Déjà, si j'avais le droit, j'avais peur à l'époque d'avoir violé une loi universelle. Je dis, j'ai vu Dalida dans un autre état, ce que l'on voit à la télé, et je ne sais pas si j'ai eu le droit finalement de faire ça. J'étais complètement traumatisé, ça m'a complètement traumatisé, et surtout, je ne savais pas quoi en faire. Et même si c'est vrai, je ne sais pas quoi faire, et je ne sais pas comment faire. Et ça m'a complètement traumatisé pendant plusieurs ça m'a vraiment traumatisé jusqu'au jour où effectivement j'ai appris son décès de la façon dont elle est décédée. Et c'est là j'ai compris, j'ai dit et donc c'était donc que j'avais bien vu. Et j'ai dit ma mince alors. Et après je me suis rendu coupable parce que je me suis dit mais ça se trouve peut-être j'aurais pu faire quelque chose. Mais enfin bon voilà, c'est les mêmes questions. On peut. Mais dites-moi Frédéric, quand vous vous êtes mis au piano, que vous êtes senti poussé pour aller au piano, vous étiez déjà musicien ou pas du tout? Oui, j'avais demandé à mes parents un piano à l'âge. J'ai commencé à avoir des cours de piano à l'âge de 5 ans. D'accord. Et donc là, j'avais donc presque 13 ans. Et donc, j'étais déjà attiré par la musique, mais cette EMI m'a permis la musique a pris une tournure complètement autre après ça, voilà. D'accord. Il y a quelque chose que vous dites qui est très intéressant également. Vous dites que les anges vous ont avoué que le nom que nous recevons à notre naissance est divinement guidé. Oui, c'est exact. Et j'en parle très souvent et j'aide beaucoup de femmes, surtout quand je donne des conférences, par exemple aux États-Unis. Et j'aide beaucoup de femmes à comprendre ça.
C'est-à-dire que souvent, voilà, on m'a dit que le nom que l'on porte, c'est-à-dire que déjà ils m'ont dit, surtout quel que soit la profession que tu fasses, ou quel que soit ton métier, ou ton environnement, etc., ou ton conditionnement, ne change jamais ton nom. Et c'est là que une discussion s'est faite. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et là, on m'a dit, voilà, le nom que l'on te donne à la naissance est guidé. Et même si les parents pensent que c'est le nom qui vient on te donne le nom, là, comme moi, Frédéric, pour une raison X, les parents ont été guidés, ou la personne qui a donné le nom qui est inscrit sur le carnet de naissance a été guidée, divinement guidée, pour conduire la mission de ta vie. Mais alors dites-moi, Frédéric, moi je suis d'accord avec vous, mais je peux l'envisager, mais les artistes qui changent de nom? Oui, alors, on peut changer de nom. Là, on m'a bien expliqué. C'est là, justement, j'ai dit, mais quelqu'un qui n'a pas un très joli nom, ça arrive, ou quelqu'un qui veut avoir qui a une vie d'artiste, qui veut avoir un nom qui est plus... bon, bref. On m'a dit, voilà, l'important, c'est que si dans le cœur, vous êtes en synchronicité, vous êtes en accord. En accord avec votre cœur, avec votre nom, vous pouvez le nom que vous risquez de choisir en changeant de nom sera certainement similaire en vibration que celui qui vous a été donné. Donc ça ne changera peut-être pas grand-chose. Et souvent je vois le cas comme ça, des gens qui ont changé leur nom, qui m'ont dit quand je fais des musiques pour des gens et qui me disent mais j'ai changé mon nom, je voudrais que tu joues mon... Et là je demande accord aux anges déjà, et à leur guide pour savoir si c'est ok. Et souvent je m'aperçois que le nom qu'ils ont choisi, dans ce cas-là, est en accord. Mais par exemple, dans le cas où le nom reflète pour quelqu'un, par exemple, si je prends le cas des femmes, par exemple, qui par exemple ne veulent plus porter le nom de leur mari, famille, parce que soit leur grand-père, soit il y a un problème avec lui du côté paternel, ou puisqu'il porte le nom du côté paternel. Donc s'il y a un sentiment négatif qu'ils portent à cause de ça, ils vont changer leur nom. Ça veut dire qu'ils changent de nom parce qu'il y a une colère. Et là ils vont changer. Et là ils changent le destin de leur vie, en gros. En fait, vous êtes en train de me dire que si, par exemple, votre nom vous rappelle de mauvais souvenirs, si vous en changez, ça peut changer le cours de votre destin, de notre destin. Mais c'est même pas que ça peut, c'est que ça va changer le cours des événements de votre vie. Alors, on va continuer à parler de tout cela. Frédéric Delarue, c'est passionnant parce que véritablement, ça a bouleversé votre chemin de vie, cette expérience de mort imminente. Et le plus incroyable, c'est que vous en avez vécu une deuxième. Alors, est-ce que ça a été la même chose? On va découvrir tout cela dans quelques instants. Nous avons un témoignage assez exceptionnel ce soir, celui de Frédéric Delarue. Il est en Californie et il nous livre son chemin de vie finalement. Accident, coma, expérience de mort imminente, et tout cela a bouleversé sa vie, et c'est le témoignage qu'il nous livre ce soir. Donc je le disais, Frédéric, donc cette expérience de mort imminente vous a fait avoir une autre vision de ce que vous aviez avant, c'est-à-dire que tout d'un coup vous arrivez à jouer de la musique, vous avez des facultés, vous avez vu des anges, vous parlez avec vos êtres de lumière, avec vos guides, etc. Vous avez une guidance plutôt harmonieuse, et vous êtes connecté avec votre âme. Et est-ce que votre âme est connectée avec l'au-delà, finalement? Oui, complètement. Ouais, c'est ça. Complètement. Ça m'a complètement ouvert la perception d'autres dimensions, ce que j'appelle, parce que c'est d'autres mondes, enfin d'autres dimensions. C'est-à-dire que tout ce que je voyais, même en étant enfant, adolescent, c'est-à-dire que quand je regarde un arbre, je ne vois pas un arbre, enfin je ne vois pas qu'un arbre. Je vois l'arbre, mais je vois son aura, je vois la vibration qu'il dégage, ou peut-être la sonorité qu'il dégage, et etc., etc. Donc quand on voit en presque en 3 ou en 4D, ça change beaucoup la perception de beaucoup de choses, et évidemment
c'est comme si on avait une connaissance, une connaissance universelle qui souvent diffère de ce que l'on nous dit aux informations télévisées. Enfin, je me souviens de ça. Ouais, c'est-à-dire qu'on a l'impression de savoir, d'avoir un savoir. Et sans trop savoir, quoi. C'est juste, on sait si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que c'est comme ça. Ça, c'est comme, on est relié à quelque chose. Ouais. Alors, je le disais, expérience de mort imminente à 12 ans, et puis vous en faites une autre 18 ans plus tard. Cette fois, vous avez 30 ans et vous êtes aux États-Unis cette fois. Oui. Oui, c'est-à-dire que celle-ci, je me la suis peut-être créée. Ah. Voilà, comme je crois de toute façon de toute façon c'est sûr, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Mm-hmm. Tout ce qui nous arrive, c'est ce que nous voulons vivre, en gros, que ce soit des souffrances, quelle que soit cette expérience. Pour moi, c'est une co-création de notre bon vouloir. Donc, c'est pour ça que je comprends pas trop les gens qui se plaignent toujours ou les gens qui jouent les victimes, parce que de toute façon, en général, c'est une co-création de ce que nous sommes. Bref, c'est simplement une manifestation matérielle, physique, de ce que nous pensons, de ce que nous sommes, de ce que nous éjectons comme vibration. Et donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, les anges m'ont dit, voilà, tu vas chercher un endroit où tu peux faire ta musique et faire des méditations. Et moi, j'avais jamais fait de méditation de ma vie, je savais absolument pas ce que c'était. Ils m'ont dit, écoute, tout ce que tu dois faire, c'est réunir l'endroit, qui vont réunir un public, et toi tu viens avec tes instruments, et c'est nous qui s'occupons du reste. Et j'étais vraiment, très stressé, presque, parce que j'avais aucune idée. Je me sentais comme un goofy, en me disant, je vais arriver sur scène et j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Et effectivement, la soirée arrive, la première soirée arrive, et je commence à fermer mes yeux, je mets mes mains sur les claviers, et j'avais un micro. On m'avait dit, prends un micro. Et là, je parle, je commence à parler, je commence à jouer en même temps, et voilà, je fais une méditation, voilà, qui dure 1h30. Ah oui, quand même. Et puis, je pars. Et puis voilà, les gens avaient l'air contents, puis c'est tout. Et c'est simplement 2 semaines après, quand je reviens dans cet endroit, et on me dit l'homme miracle arrive. Et là, c'était presque une ovation, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était passé entre guillemets, des miracles durant cette méditation, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas très bien portants, qui d'un seul coup, en 1 heure de temps, enfin 1h30 de temps, n'ont plus de problème du tout. C'est-à-dire des trucs qui ont même été vérifiés par des physiciens. Et donc après, ça s'est reproduit plusieurs fois. Et c'est là, dans ma question, je me suis dit, mais et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que je savais très bien que j'étais pas la cause de ça. Je savais très bien que c'était autrement, et je voulais comprendre, et je n'arrivais pas à comprendre. Donc, évidemment, on m'envoie, donc c'est peut-être une co-création, et on m'envoie donc cet autre EMI que j'ai fait à l'âge de 30 ans. D'accord. Alors, attendez. Pour bien situer, ce soir-là, donc lorsque vous prenez le micro, donc vous êtes pendant 1h30 en état méditatif, et pendant cet état méditatif, des gens qui sont devant vous et qui ne se sentent pas très bien voient leur état s'améliorer, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire, pour donner un exemple précis d'un témoignage, c'est quelqu'un qui avait les disques dorsaux complètement fichus, et qui avait dû changer de métier parce qu'elle ne pouvait plus rien porter, et elle avait une souffrance terrible. Son chiropracteur, oui, c'est ça, ouais, c'est ça, lui a dit qu'elle pouvait faire une chirurgie, mais que ça ne changerait rien, ça pourrait peut-être améliorer son état de souffrance. D'accord. Et donc, parce que c'était très avancé. Donc, bref, elle vient à la méditation, elle m'a dit, je suis venu, et puis la méditation s'est faite en 3 étapes. Et à chaque étape, il y avait peut-être un silence de quelques secondes. Ouais.
Et après la deuxième étape, elle s'est dit, tiens, moi j'en ai assez, c'est bon, ça m'a relaxé, je repars, parce qu'elle habitait assez loin. Et je repars. Et puis finalement, malheureusement pour elle, ou heureusement pour elle, j'ai commencé la musique avant qu'elle ait eu le temps de partir, et par respect de ne pas causer de bruit pour le public, elle est restée. Et elle m'a dit, puisque je me doutais que ça allait encore durer au moins une demi-heure, je me suis encastré bien comme il faut dans la chaise en me disant, je suis coincé là maintenant, j'accepte. Et je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'elle justement, elle a accepté, elle a plus résisté, elle a accepté, donc elle a lâché prise sur beaucoup de choses, et que la vibration de la musique a pu créer des choses. Bref, 3 semaines plus tard, elle a fait une radio, merci. C'est difficile de savoir ces mots en français après. Elle a fait une radio, et là, évidemment, tout était normal. Ah, carrément? Oui, carrément. Ah, mais non, mais elle vous embrassait sur la bouche, c'est un miracle. C'était quand même incroyable, parce que donc ma question c'était pourquoi des choses comme ça se produisent quand je joue. Et bon, il y a comme ça pas mal de témoignages, plus ou moins spectaculaires. D'accord. Et je voulais comprendre. Et alors évidemment, un jour, c'est peut-être, je sais plus, c'était peut-être un an plus tard, je ne me rappelle plus. Pareil, un accident de voiture. Ça s'est passé avec un accident de voiture tout seul. Moi, j'embête personne, je fais ça tout seul. Là, on m'envoie à l'hôpital. Et puis, vous avez perdu connaissance lors de cet accident de voiture? Oui, j'ai perdu. J'ai fait. On m'a dit, il y avait un camion derrière moi qui a dit que j'avais fait 12 tonneaux. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Donc, il pensait que la voiture allait exploser. Grâce à lui, évidemment, les soins sont arrivés. Et je pouvais plus bouger. J'avais les poumons perforés. Et au bout de je crois de 2 heures, le médecin est venu vers moi à nouveau dans la chambre en disant, nous ne comprenons pas. C'est comme si c'était un miracle, parce que normalement vos poumons étaient tellement perforés assez gravement qu'on pensait vraiment qu'on était prêt à vous emmener à la chirurgie et en chirurgie. Mais curieusement, après plusieurs radios, nous apercevons que vos poumons commencent à se refermer. Que ça commence à se... Oui, que les plaies se résorbent. Voilà, et ils comprenaient pas. Et c'était très curieux. Et c'est là que c'est très étrange, parce que, en parlant très brièvement, au même moment, et j'ai appris ça un an et demi plus tard, que mon neveu, qui avait à l'époque, 9 ans, qui habite donc en France, qui est pareil, qui est très connecté aux anges, a dit à sa mère le même soir qu'il a fait un rêve de quelqu'un qui a eu un accident de voiture, et qu'il y avait 2 beaux anges dorés avec des ailes dorées qui travaillaient sur une personne, mais il ne pouvait pas voir la tête. Il pouvait voir que le corps, il ne pouvait pas voir la tête. Et c'est quand on en a parlé plus tard, quand on a commencé à échanger, parce qu'avec lui je pouvais parler avec des choses que je vivais, il comprenait ces choses-là. C'est là qu'après il a compris qu'il m'avait vu, quoi, qu'il avait vu cet événement, parce qu'il en avait parlé même à sa mère en disant mais je comprends pas. Enfin bref, voilà. Donc cet accident se passe, et le lendemain, c'est toujours pareil. Je dis mais pourquoi ça s'est passé? Alors on va avoir la réponse dans une poignée de secondes. Je voulais juste rappeler à tous ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent peut-être pas, il se dit ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. On parle de phénomènes paranormaux, d'expériences de mort imminente, et c'est le cas ce soir avec Frédéric Delarue. Expérience de mort imminente, c'est pour ceux qui ne le savent pas, des gens qui décèdent et qui reviennent à la vie durant ce court laps de temps, puisqu'on dit que le temps n'est pas le même de l'autre côté. Eh bien, il y a ce fameux tunnel noir avec la lumière au bout de celui-ci, parfois des apparitions, parfois pas, quoi qu'il en soit. Frédéric Delarue en a vécu 2, et nous sommes sur la 2e. Donc là, expérience de mort imminente cette fois-ci après un 2e accident, Frédéric, et vos poumons qui étaient perforés en finalement cicatrisent sans que les médecins comprennent pourquoi. Votre neveu qui est à distance, lui, eh bien ce soir-là vit l'événement sans savoir
véritablement que c'est vous. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez tenté, puisque vous dites que vous êtes connecté, de demander à vos êtres de lumière et à vos guides s'ils ont fait une action, vous êtes sûr qu'ils ont agi sur vous? À l'époque, je ne leur ai pas demandé. Ouais. Je ne leur ai pas demandé parce que j'étais focalisé pas trop sur ce qui m'est arrivé physiquement, mais j'étais focalisé sur pourquoi cet accident, pourquoi cette expérience. Ouais. Parce qu'effectivement, après cette expérience, le monde humain, enfin le monde où l'on vit aujourd'hui, me paraissait complètement préhistorique. Enfin, c'était pendant plusieurs semaines où je vous refusais. Parce que pour moi j'étais parti quand j'ai entendu le son de l'accident. J'ai lâché prise parce que je savais que c'était bon. Cette fois-ci, c'était la bonne. Et j'étais prêt. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'être venu. Et je me souviens, parce que j'habitais dans un endroit avec une magnifique vue et tout ça, j'étais là en regardant et je ne comprenais rien je ne comprenais pas pourquoi on avait des voitures, je comprenais pas pourquoi on avait des maisons qui étaient des petites boîtes au-dessus du sol, pour moi ça avait aucun sens. Je dis, mais ces maisons, il fait aussi chaud qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur, on a besoin du chauffage, on a besoin de l'air conditionné, ça ne ressemble à rien. Nos petites voitures, chacun derrière, on est tous avec nos petites voitures. J'avais l'impression de vivre dans un monde préhistorique et je ne comprenais pas. Il y a quand même des gens qui ont des Aston Martin, hein, donc voilà, c'est pas des petites voitures. Il y a quand même des Bentley, des Aston Martin ou des Ferrari. Tout le monde ne roule pas dans la même caisse à savon. Hein. Faut dire. Oui, donc en fait, finalement, vous compreniez pas le but de votre vie et pourquoi vous êtes là. Alors justement, est-ce que vous avez, avec le temps, pris conscience peut-être que vous aviez une mission et que vous avez envoyé sur cette terre pour quelque chose? Tout à fait. C'était quand je dis cette deuxième EMI, c'était donc la co-création de ma question. Pourquoi depuis la première EMI m'a ouvert une autre perception de différents mondes, la rencontre des anges, des êtres de lumière, la musique sous une autre forme un peu plus profonde, et qui peut changer la vie des autres aussi. Et cette deuxième EMI m'a permis de comprendre vraiment ce qui se passait. Et là, le deuxième jour de l'hôpital, un être rentre dans ma chambre et c'est là que je voyais la vision de Jésus-Christ. Attendez, vous êtes en train de me dire que dans votre chambre, vous avez Jésus-Christ qui rentre et qui vient vous visiter. Voilà. Et alors, à l'époque, je peux vous dire que j'étais pas trop proche de Jésus-Christ parce que moi et la religion, ça faisait deux. Donc, comme je faisais évidemment une réflexion de cette personne ou de ce qu'il représente avec la religion, j'étais pas trop en accord avec ça. Donc, bref, Jésus-Christ rentre dans ma chambre, ce qui évidemment me surprend d'autant plus, et me tend sa main, me dit, viens vers moi. Et là, évidemment, il a dû, je pense, me l'a demandé 2 fois. et je lui ai carrément donné la main. Et là, on sort de la chambre. Alors évidemment, on n'est pas dans nos corps. Enfin, c'est une expérience spirituelle. Mais comment vous, je vous coupe 2 secondes, Fred. Mais comment vous savez que c'est Jésus-Christ? C'est-à-dire que il se présente à vous tel qu'on le voit sur les. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les êtres spirituels, se présentent à nous de la façon dont nous pouvons les reconnaître. D'accord. Donc Jésus-Christ vous tend la main et vous dit, viens avec moi. Voilà. Viens avec moi. Et là, on sort de la chambre. Et là, on arrive dans un désert. Et il y a une colline. Enfin, je vois une colline. Et puis, il y a un monde fou. Des gens criant, suppliant. Beaucoup de misère, beaucoup de souffrance physique. Et là, il m'a dit, ce que je veux que tu fasses, c'est que regarde, c'est tout. Regarde. Et il me dit, va sur cette colline et regarde. Et il se met au milieu, là, dans le désert. Et là, je commence à voir ce qui se passe du haut de la colline. Je commence à voir son aura. Et une aura qui est tellement énorme, gigantesque, mais vraiment gigantesque.
Et là, je commence à voir, parce qu'il y avait quelque chose dans la religion quand je faisais ma communion, etc., des choses que j'avais communiquées aux prêtres, et souvent les prêtres n'étaient pas très contents parce qu'ils pensaient que j'étais assez un petit malin pour poser de telles questions, en disant pourquoi il faut se mettre à genoux pour prier la Vierge ou pour prier Jésus, ou pourquoi j'ai jamais compris pourquoi il faut se mettre à genoux, pourquoi il y a une telle rituel de se mettre à genoux pour respecter. Et j'ai jamais compris. J'ai dit, je peux respecter quand je marche, n'importe où je suis. Et quand je me balade en forêt ou quoi que ce soit. Et là, quand j'ai vu son aura, et les gens les gens malades qui commencent à rentrer dans son aura, mais juste au début de l'aura. Et j'ai vu leur comportement, j'ai observé leur comportement changer. C'est-à-dire qu'ils commençaient à être plus faibles. Et beaucoup plus faibles. Et plus ils s'approchaient, ils étaient beaucoup plus faibles, jusqu'à un point où ils ne pouvaient plus tenir sur leurs pieds, donc ils s'agenouillaient. Et ils étaient tellement faibles, ils finissaient leur chemin pour aller à ses pieds, à genoux. Et là, j'ai observé que finalement, ils étaient déjà, pour la plupart, ces gens-là étaient déjà guéris avant même d'être touchés par Jésus. Mais quand Jésus les touchait, il scellait, il mettait la cerise sur le gâteau, quoi. Il scellait la guérison. C'est ça. Moi, je comprends aisément parce que tous les gens qui viennent vers moi finissent à genoux toujours. Donc, voilà. Ils avancent petit à petit, puis ils sont de plus en plus faibles et ils s'agenouillent devant moi, ils se prosternent. Donc, non, mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, Frédéric, c'est qu'à un moment donné, vous qui n'êtes pas religieux, tout d'un coup, vous avez cette vision mystique, parce que voilà, elle n'est que mystique cette vision, et vous apercevez finalement que tout ce que l'on vous dit concernant Jésus, vous le comprenez à ce moment-là, en fait. Voilà. Et là, évidemment, c'est mon tour de m'approcher. Et là où c'est à mon tour où je suis juste à genoux devant Jésus. Et là, il me dit, maintenant tu comprends. Et c'est là que j'ai compris ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que quand je faisais mes méditations, mes musiques sur scène, j'avais pris ce que j'ai pas expliqué avant. Je faisais venir des gens. J'ai eu l'intuition de faire venir des gens du public sur scène. Derrière moi, juste derrière moi. Et je savais pas pourquoi je faisais ça. Je m'étais dit, mais c'est un peu bête. Et c'est là qu'après, j'ai compris, c'était que, comme ça, ils étaient vraiment au centre de l'aura qui se dégageait de la musique. Ah, d'accord. Et vous avez, j'imagine, posé la question à Jésus, pourquoi il est apparu devant vous ou pas? Parce que moi, il est apparu simplement pour me donner la compréhension de ce qui se passait quand je faisais, ma question principale, c'était pourquoi ces miracles, pourquoi ces choses se passent quand la musique joue à travers mes mains, et c'était la réponse, voilà, c'était parce que ça dégage une aura, et quand les gens lâchent prise pour baigner dans cette aura, et ben ils co-créent leur propre guérison ou leur propre bien-être ou leur propre apaisement, etc. Et les gens aujourd'hui viennent vous voir pour essayer de guérir, viennent vous écouter pour essayer d'avoir d'aller mieux? Tout à fait. C'est ma vie, voilà. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la musique aujourd'hui est l'arme qui vous permet, alors je sais pas, l'arme qui vous permet de battre la maladie des gens, etc. Oui, c'est l'expression qui m'est la plus appropriée pour communiquer cet apaisement. Et ça a été prouvé. Les gens, il y a eu des toubibs qui ont vu les améliorations des gens lorsque vous jouez de la musique. Tout à fait. C'est incroyable, ça. C'est quand même. Et alors là, Jésus, quand vous êtes devant lui, vous sentez, il vous dit voilà, tu comprends maintenant, etc., etc. Et après, il disparaît. Il fait quoi? Oui, après, je sais plus. Après, ça se, vous savez, c'est. Il s'évapore, il s'en va. Oui, ça, voilà, ça c'est sont des pensées. Après, voilà, le but était fait. Donc une fois que le but est fait, après ça, oui.
La dernière fois que je l'ai entendu, c'est quand j'étais près de lui, il m'a dit maintenant tu comprends. Et il m'a fallu quand même un certain temps pour vraiment comprendre cette phrase. Vous n'avez pas eu peur à un moment donné, Frédéric, elle est directe, ma question, d'être fou? Pas du tout. Non, c'était important parce que il y a des gens qui peuvent vriller si on n'est pas fort. Non, j'ai pensé psychologiquement. être fou quand j'étais en France. Ah bon? Durant bah oui, parce que quand personne ne parle mon langage. C'est ça. Ouais. Quand je peux parler, quand personne peut comprendre mon langage, je suis obligé d'être jugé dans une prison. Et alors je me demande si j'ai pas un problème. Oui, et grâce à une médium que j'ai trouvée à Paris. Le jour où j'ai vraiment décidé de m'en sortir, elle m'a dit mais tu sais tu n'es pas du tout fou, tu vois très bien et si seulement tu savais qui tu étais, etc. Donc grâce à cette médium, grâce à cette femme qui m'a guidé pendant un an à accepter les messages que je recevais. Et voilà. Et ben voilà. En tout cas, c'est pour aider des personnes comme vous à évacuer ce qui est souvent un lourd secret que je suis là tous les soirs pour permettre à tous ces témoins d'expériences assez particulières de se libérer et d'en parler parce que comme vous le disiez vous-même vous n'avez pas pu en parler autour de vous à vos parents etc. Vous pouvez le faire ici sans moquerie, sans jugement et en toute quiétude. En tout cas Frédéric Delarue, 1000 fois merci d'avoir pris le temps en direct de Los Angeles de nous faire part de ces expériences de mort imminente et de ce qui en a découlé et de votre vie d'aujourd'hui. Cet entretien bien sûr sera réécoutable sur iTunes gratuitement dans une demi-heure à peine sur l'appli mobile ou encore sur bob-toutelavérité.fr. Merci Frédéric. Merci beaucoup Bob. Au revoir.